Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République a reçu le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ainsi que la délégation qui l'accompagnait. Le président de la République a également reçu le docteur Mohamed Souleymane El Jasser, président du groupe de la Banque islamique de développement, et la délégation qui l'accompagnait. L'envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara occidental a achevé sa tournée dans les camps de réfugiés sahraouis. L'occasion d'évoquer la réalité et les perspectives du processus de paix en prélude à un briefing devant le Conseil de sécurité à la mi de ce mois. Au Maroc, le malaise social est de plus en plus intense, flambée des prix, précarité, abus de pouvoir et une normalisation des relations avec l'entité sioniste imposée au peuple qui voit dans ses choix politiques une profonde fracture avec ses valeurs et son histoire. L'agression génocidaire sioniste se poursuit sous blocus, sans eau ni nourriture. Les Palestiniens tentent de survivre. Les enfants sont les premiers à payer un lourd tribut. L'entité sioniste mène un siège sans merci. Reportage à suivre. Et puis nous terminerons dans le village d'Atieni, bastion du bijou en Kabylie. Une notoriété qui a largement dépassé les frontières du pays, un savoir-faire entretenu et préservé de génération en génération. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Noël Barrot, et la délégation qui l'accompagnait. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé la volonté des deux pays d'entrer dans une nouvelle phase et de tourner la page des tensions récentes et de reconstruire un partenariat d'égal à égal, serein et apaisé. Écoutons-le. Mesdames et messieurs, je remercie de son invitation le président Tebboune, avec qui je me suis entretenu longuement en présence de mon collègue ministre des Affaires étrangères, avec lequel j'ai eu une réunion très utile ce matin. J'ai tenu à honorer cette invitation dans les plus brefs délais, moins d'une semaine après l'appel téléphonique entre les présidents Macron et Tebboune et leur communiqué conjoint. Nous avons vécu ces derniers mois une période de tension inédite qui ne sert pas les intérêts des Algériens ni ceux des Français. Nous avons certes des divergences, nous ne pouvons pas les occulter, mais les liens humains, historiques et culturels qui nous unissent, et je pense en particulier aux nombreuses familles franco-algériennes dont la vie se partage de part et d'autre de la Méditerranée, doivent nous conduire à reprendre le dialogue et à réinstaurer la coopération. Nos relations institutionnelles doivent être à la hauteur des relations humaines entre nos deux pays. Je suis venu à Alger pour porter le message du président de la République. La France souhaite tourner la page des tensions actuelles pour reconstruire un partenariat d'égal à égal, serein et apaisé avec l'Algérie. Elle souhaite retrouver les voies de la coopération avec l'Algérie dans notre intérêt mutuel et retrouver toutes les voies de la coopération dans un souci d'efficacité et de résultats pour nos compatriotes. Avec le président Tebboune et le ministre Attaf, nous avons mis sur la table avec franchise l'ensemble des sujets qui nous ont préoccupés ces derniers mois afin de décliner les principes posés par les présidents lors de leur entretien du 31 mars et de retrouver la dynamique et l'ambition fixées par les deux chefs d'État dans la déclaration d'Alger de 2022. Nous avons décidé de le faire avec sérieux, discrétion, efficacité, en réactivant dès aujourd'hui l'ensemble des mécanismes de coopération dans tous les secteurs. Nous revenons à la normale et pour reprendre les mots du président Tebboune, le rideau...
Jean-Noël Barrot a également annoncé une reprise immédiate de la coopération dans tous les domaines entre l'Algérie et la France. Écoutons-le. Le rideau se lève d'abord sur le plan de notre coopération dans le domaine de la sécurité. Les contacts entre les services de renseignement reprennent. Une réunion des plus hauts responsables de la sécurité de nos deux pays est désormais actée. Et de même, nous aurons un dialogue stratégique sur le Sahel. Dans le domaine de la coopération judiciaire, j'ai confirmé au président Tebboune la visite prochaine du garde des Sceaux. Elle s'accompagnera d'une reprise du dialogue judiciaire entre nos deux pays. Nous avons beaucoup d'enjeux de coopération, notamment sur l'exécution des commissions rogatoires, sur le dossier sensible des biens mal acquis. J'ai évoqué, mais le garde des Sceaux aura l'occasion de le préciser, l'invitation par les services en charge du parquet national financier à leurs homologues algériens de juridiction compétente à se rendre à Paris pour étudier tous les dossiers. Dans le champ des mobilités, les deux présidents sont convenus de la reprise sans délai de la coopération migratoire, ce qui m'a été confirmé par le président Tebboune. Dans le détail, réadmission, visa, ces questions seront traitées dans le cadre des accords existants via les procédures normales et fluides de la coopération consulaire. Le président Tebboune a indiqué qu'il était favorable à une rencontre prochaine entre les consuls algériens en France et les préfets. Nous allons maintenant l'organiser avec le ministère algérien des Affaires étrangères. Et puis nous sommes convenus de travailler au contenu des accords qui régissent notre relation sur le plan des mobilités, sur le plan migratoire, et d'identifier les enrichissements nécessaires pour les rendre plus efficaces. J'en viens au sujet économique. J'ai eu l'occasion de rappeler les difficultés apparues ces derniers mois s'agissant du développement de nos échanges, en particulier dans les secteurs agroalimentaires, automobiles ou du transport maritime. Le président Tebboune m'a assuré de sa volonté de leur donner une nouvelle impulsion. Le président du MEDEF recevra son homologue algérien du CREA le 9 mai prochain. Et nous avons acté la tenue avant l'été d'une réunion du comité mixte économique franco-algérien, le COMEFA, qui permettra d'adresser tous ces sujets. Sur le plan mémoriel, les contacts ont repris entre les historiens français et algériens de la commission mixte. Je m'en suis assuré personnellement. Et le président Tebboune m'a confirmé que l'historien Benjamin Stora était invité à venir à Alger pour poursuivre le travail sur les restitutions d'objets culturels. Tout cela sera suivi à mon niveau et à celui de mon homologue. Nous actons la reprise du dialogue entre nos deux diplomaties et les secrétaires généraux de nos deux ministères se rencontreront dans les tout prochains jours. Je souhaite enfin avoir un mot pour notre compatriote, Boualem Sansal. J'appelle de mes vœux, comme l'a fait le président Macron, auprès du président Tebboune, un geste d'humanité au vu de son âge et au vu de son état de santé. La conclusion de cette visite, c'est une volonté partagée de lever le rideau, d'entrer dans une nouvelle phase de notre relation, une relation d'égal à égal entre la France et l'Algérie, au bénéfice mutuel de nos deux pays et de nos deux peuples. C'est l'objectif de ma présence aujourd'hui. Je vous remercie. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Noël Barrot, a eu des entretiens élargis avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le docteur Mohamed Souleymane El Jassar, président du groupe de la Banque islamique de développement, ainsi que la délégation qui l'accompagnait. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin aux fonctions d'Ali Bouguerra en sa qualité de Walid Adrar. Le secrétaire général de la Wilaya, Rachid Cherid, a été chargé de la gestion des affaires par intérim. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui également l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée entreprise par Staffan de Mistura dans la région en préparation du briefing qu'il présentera devant le Conseil de sécurité de l'ONU lors de la session qui sera consacrée à la question du Sahara occidental le 14 avril courant. L'envoyé onusien a récemment effectué des visites similaires au cours desquelles il s'est entretenu avec les deux parties au conflit, à savoir le Royaume du Maroc et le Front Polisario, ainsi qu'avec la République islamique de Mauritanie, cette dernière et l'Algérie étant considérées comme partie observatrice dans le processus mené par les Nations Unies. Au cours de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a réaffirmé le soutien absolu de l'Algérie aux efforts déployés par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et par son envoyé personnel, Staffan de Mistura, en vue de relancer le processus de règlement politique du conflit au Sahara occidental sur la base de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international relatifs à la décolonisation. Le ministre d'État a également exprimé la conviction profonde de l'Algérie que la seule voie pour parachever le processus de décolonisation du Sahara occidental réside dans la reprise des négociations directes entre les deux parties, à savoir le Maroc et le Front Polisario, sans conditions préalables et de bonne foi, afin d'aboutir à une solution politique garantissant au peuple sahraoui l'exercice de son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination, conformément à l'ensemble des résolutions pertinentes des Nations Unies, qu'elles émanent du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale. Dans le développement du dossier sahraoui, justement, le président sahraoui Ibrahim Ghali a reçu hier soir l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, dans le cadre de sa visite dans les camps de réfugiés sahraouis. Les deux parties sont revenues sur les efforts pour relancer le processus de règlement politique de la question du Sahara occidental. La visite de Mistura intervient avant la séance de briefing à huis clos qu'il aura présentée devant le Conseil de sécurité de l'ONU à la mi-avril sur les derniers développements enregistrés dans ce territoire occupé. Et à l'occasion de cette visite dans les camps des réfugiés sahraouis, le représentant du Front Polisario aux Nations Unies et coordinateur avec la MINURSO, Mohamed Sidi Ammar, a réaffirmé la position du Front Polisario à l'attachement du peuple sahraoui à son droit à l'autodétermination et à la liberté, à l'indépendance également. Écoutons-le. Ces discussions ont porté sur la réalité et les perspectives du processus de paix parrainé par les Nations Unies au Sahara occidental. Cela a été l'occasion de réaffirmer la position de la partie sahraoui, déjà confirmée à de nombreuses reprises, et surtout de souligner l'attachement du peuple sahraoui à son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Nous restons attachés à travailler et à coopérer avec les Nations Unies et l'Union africaine afin de parvenir à une solution juste et durable pour la cause sahraoui, qui, comme vous le savez tous, est inscrite à l'ordre du jour des Nations Unies en tant que question de décolonisation. Et pendant que les efforts diplomatiques se poursuivent pour faire valoir le droit des Sahraouis à l'autodétermination, sur le terrain, la réalité reste brutale. Répression, pillage des ressources, entrave aux libertés, orchestrées par le régime du Marzen. Des voix s'élèvent, plus nombreuses et plus fortes, pour que la communauté internationale cesse de détourner le regard et agisse enfin face à ce que beaucoup qualifient aujourd'hui de flagrante injustice. Houda Rouabah et Sabrina Keshroud. Le peuple sahraoui continue de subir les violations systématiques ainsi que la politique de répression et de pillage menée par le Marzen en violation évidente du droit international. Les médias marocains diffusent de nombreuses fake news sur le Sahara occidental. Ils brouillent la vérité, d'où notre appel à la communauté internationale et aux Nations Unies pour s'enquérir de notre sort. Le peuple sahraoui a longtemps patienté devant le manque d'avancée dans le processus de paix. Il a largement prouvé au monde sa constance dans la lutte pour sa libération. Le Marzen ne se contente pas de brutaliser et de réprimer, et sa machine coloniale ne s'arrête pas à l'humiliation des citoyens désarmés ou des défenseurs des droits humains. Au-delà de tout cela, le régime de Rabat organise le pillage et l'exploitation des ressources naturelles du territoire. Une pratique récemment sanctionnée avec l'annulation de tous les accords de commerce avec l'Union européenne concernant le Sahara occidental. Une gifle cinglante.
Cette terre a été arrosée par des lignées d'hommes avec leur sang. Ils l'ont défendue. C'est notre terre et nous ne l'abandonnerons jamais. Nous demandons la levée du blocus sur le Sahara occidental. Nous appelons la communauté internationale à le déclarer inacceptable, à garantir la sécurité des Sahraouis, à les protéger et à garantir leurs droits tels que prévus par les textes et traités internationaux. Colonisation, répression, pillage organisé des ressources, ce que subit le peuple sahraoui constitue un crime à plusieurs dimensions. La dignité des habitants légitimes de la dernière colonie d'Afrique est quotidiennement bafouée sous les yeux d'un monde qui prétend défendre les droits humains. Au Maroc, la colère continue de monter graduellement face à la vie chère, aux abus de pouvoir et à une normalisation des relations avec l'entité sioniste imposée au peuple. Les Marocains sont de plus en plus nombreux à dire stop. Témoignage à l'appui, c'est un peuple qui se sent trahi, dépossédé, qui voit dans ses choix politiques une profonde fracture avec ses valeurs et son histoire. Raouf Hamouche. Le malaise social s'amplifie au Maroc, une colère qui gronde dans un contexte de flambée des prix et de précarité qui ne cesse de s'intensifier. Un ras-le-bol plus que palpable, des milliers de témoignages font état de pratiques abusives, confiscation de biens, privation de droits fondamentaux et atteinte à la dignité des individus. Car aujourd'hui, la tyrannie marzénienne persiste dans l'injustice et l'abus de pouvoir. Il y a un climat de défiance flagrant au sein du gouvernement. Les décisions du gouvernement sont tout simplement contradictoires. On nous demande de payer la taxe d'habitation alors que nos maisons sont rasées par leurs bulldozers. Le Marzen garde la main mise sur les richesses du pays, allant jusqu'à les offrir sur un plateau en argent à l'entité sioniste, à travers des accords de la honte rejetés en bloc par le peuple. Le lobby sioniste est en train de semer le chaos dans le pays. Il a détruit Gaza dans une guerre sans merci. Vos maisons sont aussi détruites sans qu'il n'y ait de guerre. Vous serez colonisés, je le jure par Dieu. Le Maroc est en passe de devenir le nouvel Israël. Les sionistes y travaillent. Le lobby sioniste fera ce qui lui plaira au Maroc. Et en Palestine, le temps semble s'être arrêté, sous blocus, sans eau ni nourriture. Les Palestiniens tentent de survivre à ce qui s'apparente chaque jour un peu plus à un effondrement humanitaire. Les enfants qui payent un lourd tribut sont amputés, des familles entières sont décimées et les aides bloquées. Depuis la violation du cessez-le-feu le 18 mars dernier, on dénombre plusieurs milliers de Palestiniens victimes des bombardements sionistes. Reportage Wissam Abouzaïd et Sabona Keshrout. L'agression génocidaire sur la bande de Gaza se poursuit et les enfants palestiniens demeurent les victimes d'un siège sanglant, ne faisant aucune distinction entre jeunes ou vieux, visés indistinctement par des pluies d'explosifs. Le nombre de jeunes martyrs dépasse les 17 000, dont des nourrissons nés puis décédés pendant la guerre, en plus de blessés et de disparus encore sous les décombres, qui se comptent par milliers. Nous avons entendu le son d'un missile à l'aube. Des gravats et du verre nous sont tombés dessus. Nous ne savions pas où fuir. Les enfants représentent presque 35% des martyrs à Gaza et sont près de 14 000. On estime qu'ils représentent 39 000 blessés, dont un très grand nombre avec des handicaps permanents. Ils sont également près de 40 000 orphelins qui vivent dans la terreur et le désespoir. Loin des jours où ils pouvaient se promener ou aller à l'école, ils fouillent les décombres à la recherche de membres de leur famille ou de bribes de souvenirs. Quand on a quitté la maison, nous avions pris seulement 2 tenues pour l'hiver. Nous n'avons pas de quoi acheter des vêtements ou ce dont nous avons besoin. À Gaza, la faim menace plus que jamais. L'entité sioniste mène un siège sans merci contre adultes et enfants, jusque dans leur subsistance quotidienne avec le blocage de l'aide alimentaire. Et l'UNICEF dénonce, le blocage continu par l'entité sioniste de l'aide à l'enclave palestinienne constitue une violation du droit international humanitaire et a des conséquences désastreuses pour les enfants, dont une hausse aggravée de la mortalité. 15% des centres de traitement de la malnutrition de l'enclave ont été fermés depuis la reprise du génocide le 18 mars. 350 enfants recensés en dépendent et sont en grave danger. Les réserves de lait pour nourrissons, elles, sont quasi inexistantes. Il ne reste à cette heure dans Gaza plus que de quoi nourrir 400 enfants pendant 1 mois. Les jeunes Gazaouis souffrent ainsi de faim et de soif. L'eau potable manque énormément.
Par Allah, c'est dur de trouver de l'eau. Nous sommes épuisés et l'attente dans les files est longue. J'ai essayé de remplir des bidons au camion, mais nous étions trop nombreux et je n'ai pas pu. Les quantités d'eau disponibles sont insuffisantes. C'est évident, les enfants de Raza sont des héros, devenus, malgré eux, et bien trop tôt, des adultes, alors que leurs droits les plus fondamentaux leur sont déniés pour le seul fait d'être palestiniens. Une nouvelle ligne aérienne d'Air Algérie reliant Alger à Abuja, capitale du Nigeria, a été inaugurée aujourd'hui à l'aéroport international Houari Boumediene à Alger. La cérémonie de lancement du vol inaugural s'est déroulée sous la supervision du secrétaire général du ministère des Transports, du chargé d'affaires de l'ambassade du Nigeria en Algérie, de la directrice de la division commerciale d'Air Algérie. Cette ligne directe sera assurée une fois par semaine avec un départ d'Alger vers Abuja tous les dimanches à 19h30 et une extension vers Douala au Cameroun. Quant au vol retour d'Abuja vers Alger, il est programmé chaque vendredi à 3h30 du matin. Je vous invite à écouter ces déclarations. Le lancement de cette nouvelle ligne représente une opportunité exceptionnelle de renforcer davantage les liens entre nos deux pays dans tous les secteurs, touristiques, commerciaux et économiques. Une extension de la ligne vers Douala au Cameroun est prévue, ce qui facilitera les déplacements de nos frères nigérians et camerounais vers l'Algérie et vice-versa. C'est une opportunité exceptionnelle. Grâce à cette nouvelle ligne, la coopération entre le Nigeria et l'Algérie sera renforcée dans plusieurs secteurs. Cela contribuera grandement à consolider les relations entre nos deux pays. L'Algérie continue de faire entendre sa voix sur la scène internationale, cette fois à travers sa culture. Elle vient officiellement de déposer un dossier d'inscription auprès de l'UNESCO pour faire reconnaître l'art de l'ornementation avec les bijoux en argent émaillé de Kabylie comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une démarche qui va bien au-delà de la simple reconnaissance puisqu'elle touche à la mémoire, à l'identité et à la transmission d'un savoir-faire ancestral. Et pour mieux comprendre justement ce que ces bijoux représentent, direction le village d'Atieni, véritable atelier à ciel ouvert où chaque pièce raconte une histoire, un symbole, une tradition. Amira Sefta. Atieni, bastion du bijou en argent, dont la notoriété a largement dépassé les frontières du pays. Ici, le travail du métal argenté est devenu au fil des siècles un art. Les grandes familles d'artisans forgerons étaient d'abord réputées pour la fabrication d'armes, la coutellerie et les pièces de monnaie avant de se convertir vers le travail de la bijouterie et de l'orfèvrerie, devenu symbole de la région, entretenu et préservé de génération en génération. Il est dit depuis toujours que c'est les Ait Abbas qui ont introduit la fabrication des bijoux en argent à Atieni. D'ailleurs, il existe un livre qui a été écrit sur le sujet dans les années 1900. Et dans ce livre, il est dit qu'un certain Farhat Ait Abbas a participé en 1893 à une exposition à Chicago, aux États-Unis, pour exposer les bijoux d'Atieni. D'ailleurs, j'ai un document qui en atteste. On l'appelle Temzift, un bijou entièrement réalisé à la main qui existe depuis 200 ans. Il s'agit là de notre patrimoine, c'est un véritable trésor. Si nous ne le préservons pas, il risque de se perdre. Il est dans notre devoir de protéger l'héritage laissé par nos ancêtres. Au départ, les artisans se sont spécialisés dans la fabrication et le travail de l'argent non orné, symbole de pureté. Peu à peu, les bijoutiers d'Atieni ont introduit les couleurs comme le rouge, le bleu et le jaune, chacune ayant une signification particulière. Evzim, Tassebt, autant de créations qui reflètent l'élégance et le raffinement de la femme kabyle. Les bijoux d'Atieni sont généralement ornés de 3 couleurs principales représentant toutes les régions d'Algérie. الألوان هذه تمثل المناطق كل مناطق الجزائر. الجزائر دعت ملف. L'Algérie a déposé un dossier d'inscription de l'art de l'ornementation avec des bijoux en argent émaillé, de l'habit féminin de la région de Kabylie, fabrication, conception et port sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO afin de protéger et valoriser ce patrimoine. Par la formation et la transmission, les artisans d'Atieni tentent coûte que coûte de préserver ce précieux héritage, plusieurs fois séculaire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes et à demain, 19h.